Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 17. Grand 1. Il est intéressant, et cela me remplit d'espoir, de voir que l'armée en 1883 était anti-républicaine. Elle avait compris quelque chose. Cette armée était dans un combat défensif face à de multiples facteurs. D'ailleurs, en 1877, une partie des progressistes bouleverseront l'équilibre du clivage gauche-droite. Les gouvernements successifs, pour revenir sur l'affaire Dreyfus, en avaient peur et la redoutaient. Grand 2. Albert Dreyfus subira un tribunal militaire, puisqu'il en était. Le gouvernement Waldeck-Rousseau déclara même l'affaire terminée, pour éviter son envenimement, ce qui en dit long sur la ligne du gouvernement de l'époque. Les journaux ayant pour l'époque un certain poids, on remarquera que le magazine La Croix sera dirigé par un laïc du nom de Paul Véronnefaut. Était-ce un faux converti ou quelqu'un sous couvert en mission? Ou peut-être que ça se faisait comme ça à l'époque. Chose intéressante à observer et qui reprend l'adage des hommes forts et des temps faibles, qu'en temps de paix, ce sont des socialistes qui composent des tribunaux militaires jusqu'à en réclamer l'abolition. Et que ce soit clair, je pense qu'il faut laisser les hommes forts des temps forts lorsque les temps faibles arrivent. Une bonne leçon, je pense, à retenir. Grand 3. La loi 1901 permit un entrisme bien plus profond dans la société républicaine laïque antichrétienne puisqu'elle fait sauter la barrière des groupements des personnes par association au-delà de 20 personnes. Cette loi était dans le fond une barrière supplémentaire aux États de l'Église, en France laïque républicaine antichrétienne, puisqu'elle en était bien plus exigeante face aux congrégations d'associations. D'ailleurs, un roman de Céline parle et relate la vie en caserne des militaires comme étant de farouches anti-républicains. Merci les militaires. Enfin, de l'époque en tout cas. Grand 4. On verra même des prêtres défroqués, qu'ils soient ou non français, dans la vision millénaire que certains entretiennent encore. Trahir en fondant un journal en 1895 du nom de Paysans français, pour élargir l'implantation des progressistes dans les campagnes. En soi, c'est un peu la même technique qu'avec l'exode rural provoqué par les milieux affairistes. Plus tard, on apprend qu'Adolphe Carnot voulut rattacher les progressistes et les radicaux pour aller à l'encontre de l'Église. Comme un bon progressiste républicain, il dira que l'Église souhaite aller à l'encontre de l'enseignement vivifiant de la science et de la raison. Aïe aïe aïe, bref. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Fondation de l'Alliance républicaine démocratique. L'objectif du gouvernement de Méline avait été, au printemps 1899, de fonder une république ouverte à droite, mais cela a échoué. C'est donc à partir de là que nous reprenons ce grand titre. Le premier grand paragraphe de la page 118 explique la source de l'instabilité d'un fragile gouvernement radical conduit par Henri Brisson. L'armée, en 1883, était anti-républicaine. L'auteur dira d'ailleurs juste après dans le grand paragraphe qu'ils étaient à l'époque face à un combat de la justice contre l'armée, de la vérité contre le mensonge ou encore du droit contre la force, mais aussi de la démocratie contre l'autoritarisme. Et là, il est intéressant de voir que c'est toujours l'armée d'un pays, qui la protégeait des agresseurs externes,
Pourquoi, comme le dit l'auteur, dans le grand paragraphe du milieu de la page 118, la capitulation morale et politique des gouvernements successifs était tétanisée à l'idée d'affronter l'armée? Eh bien la réponse est, je pense, juste au-dessus, puisqu'elle est anti-républicaine. Et alors pourquoi? Bah pour l'instant, je n'ai lu aucun livre qui pourrait me donner une satisfaction quant à cette réponse. Mais je subodore quand même qu'il y avait encore une nostalgie monarchiste, voire pourquoi pas, on va dire empiriste, enfin bonapartiste liée à l'Empire. Bon bref, peu importe, passons. La page 119, dans son grand paragraphe, expose le coup d'État de 1851 et le combat contre les partisans de l'ordre moral de 1877. Ce fut un basculement d'une partie des progressistes, qui bouleverse subitement l'équilibre entre droite et gauche. Au début de la page 120, dans un petit paragraphe, l'auteur fait référence à une personne, un général, en le transposant aux écrits de Marcel Proust. Et je le rappelle ici, enfin, s'il s'agit bien du même, mais Marcel Proust était un soupeur. Alors, je vous laisse aller voir ce que c'est, hein, mais bon, si vous n'avez pas envie de vomir, ne regardez pas. La peur des gouvernements successifs de l'affaire Dreyfus se précise un peu plus dans la page 120 du livre où, en fait, il subit un tribunal militaire. Et où l'auteur posera même la question de savoir si l'armée avait définitivement gagné. On apprend que c'est le 25 mai que Pierre Waldeck Rousseau déclare qu'il n'y avait plus d'affaire Dreyfus, l'auteur pointant alors du doigt la manière dont nos gouvernements avaient réglé l'affaire et qui illustrait bien sa ligne politique. Sous couvert de mettre un coup d'arrêt aux menées des droites, qui des millénistes aux monarchistes menaçaient à des degrés fort divers l'ordre républicain, en janvier 1900, le journal La Croix fut dirigé par un laïc du nom de Paul Véron Frau, ou Faux, je sais plus. L'auteur nous parle alors, après des tribunaux militaires qui, en temps de paix, étaient composés de socialistes et de syndicalistes, qui réclamaient l'abolition et qui furent maintenus. Dans le grand paragraphe du milieu de la page 122, dans l'esprit du président du Conseil de l'époque, la loi sur les associations, adoptée le 1er juillet 1901, devait parachever ce retour à l'ordre républicain. Et la loi de 1901, encore fondamentale aujourd'hui, nous dit, je subodore l'auteur, permis de créer par simple déclaration des associations de tout type, et annule la possibilité, qui avait jusque-là le pouvoir d'interdire tout groupement de plus de 20 personnes, ajoutant que les citoyens avaient désormais la possibilité de s'organiser hors de la tutelle de l'État. Et le problème, selon moi, si on peut appeler cela ainsi, réside dans la division et la fraction, en premier lieu, politique du pays, mais aussi des aspirations profondes des gens qui la composent. Certes, les gens sont livrés eux-mêmes, mais en ce qui concerne les plus fortunés et les plus instruits, ils seront donc capables pour eux de bien plus facilement mettre le grappin sur ceux qui ne le sont pas. Hein, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de lire actuellement sur le livre d'Ernest Pardoe, avec ce que dit Platon dans le livre Le Sophiste, avec l'art de la spoliation ou l'art du marchandage, je crois, ou du commerce. Et je ne me suis pas plus informé en détail sur les lois qui ont régi cette dernière, mais celle de 1901, comme pour tout grand changement dans l'histoire, que ce soit une réforme religieuse pour l'Angleterre avec le passage au protestantisme, ou encore des régences en France qui ont permis les périodes d'instabilité entre les rois, celle de 1901 a pu encore, je le subodore, plus facilement permettre la division du pays. Et il en est de même pour les grands changements de l'histoire dans les nations, ou les grands pays, où des idées instillées dans des hautes sphères à influence permettent des changements parfois considérables et parfois non visibles sur le moment, mais qui agissent sur le long terme comme un cancer. Je vous laisse deviner qui l'a investi pendant si longtemps. Continuons. Il y avait aussi par rapport à cette loi dans le titre 3 de cette dernière, une exigence face aux congrégations d'associations, et donc sans le dire indirectement à l'influence du clergé dans ces États. Voilà, l'idée c'était clairement de dégager en fait l'influence de l'Église. Donc, bon, la France a toujours été catholique, hein, la communion avec le pape, etc. Très très loin en fait de la vie sociale, donc la vie des villages, etc. Heureusement qu'encore aujourd'hui des gens gardent cette ferveur et cette foi chrétienne et continuent quand même à aller à l'église, ou alors continuent quand même à prier chez eux, ou à être dans cet état de vie. Continuons. On voit plus en détail à la fin de la page 122 où l'auteur, à travers un roman de Céline, parle de ceux qui vivent en caserne comme étant de farouches anti-républicains. Le grand paragraphe de la page 123, qui coupe la page en deux, parle de l'échec du grand cercle républicain en 1898.
et qui poussa le président du Conseil à agir indirectement par l'intermédiaire d'un de ses proches. Charles Palud de la Barrière, qui était un ancien prêtre défroqué, qui avait fondé en 1895 le Paysan français, un journal, pour élargir l'implantation des progressistes dans les campagnes. C'était son objectif. Il fera même un éditorial préfigurant l'évolution des progressistes, disons waldéquistes, où il reprochait aux antidreyfusards leur agitation en faveur de l'armée, qui portait soi-disant pour lui en germe la guerre civile. Leur antisémitisme et leur lien avec les cléricaux et les monarchistes. Étions-nous sur une haine de l'armée, éternelle protectrice des peuples, ou sur une peur qu'elle prenne le contrôle? Et là, je parle pas de l'armée américaine quand elle est soi-disant venue libérer l'Europe, en 1945, parce qu'on avait motivé les troupes derrière en disant que les femmes françaises étaient des filles faciles. Non, c'est pas de ça que je parle d'une armée qui aime sa terre et qui aime son peuple. Qu'on soit bien d'accord. Si tel est le cas, alors c'est que la légitimité des gouvernements républicains successifs ne doit pas être de très haute estime pour le peuple. Ou en tout cas, ceux qui en sont à l'origine savent pertinemment que les fondations et les mythes fondateurs sur lesquels elles reposent ne sont pas très solides. Le géant, le colosse au pied d'argile, comme on dit. Le très grand paragraphe du début de la page 124 met en opposition un membre de la Ligue française des droits de l'homme, Adolphe Carnot, qui a été mis à son poste pour y combattre l'influence de Paul Déroulède, dont je vous ai déjà fait l'histoire auparavant. L'objectif d'Adolphe Carnot, était de rattacher les deux factions du grand parti républicain, c'est-à-dire les progressistes et les radicaux, pour aller à l'encontre de l'Église afin qu'elle, je cite, ne puisse continuer de façonner le cerveau de la moitié de la jeunesse française dans les idées d'intolérance et de fanatisme, blablabla, tandis que l'autre moitié reçoit l'enseignement vivifiant de la science et de la raison. Fin de citation. Bon bah voilà, vous avez de la pure propagande républicaine. Je dirais même industrio-républicaine, puisque l'industrie en France a pu très bien se développer sous les républicaines. Et d'ailleurs, il y a dans le livre de la religion industrielle un homme, je ne me rappelle plus de son prénom, qui n'est pas français, je crois, et qui dit que qui dit que le terreau industriel de cette époque s'est fait et réfléchi en France, et après c'est exporté en Angleterre, etc. Enfin voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi je vous dis à demain ou un autre jour sur mes lectures, et surtout n'oubliez pas d'ouvrir un livre.